Alright. Bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour si tu écoutes en rediffusion ou sur demande dans le futur. Bienvenue dans ce webinaire sur la publicité Facebook, la structure de ciblage ridiculement simple et comment la copier dans ton entreprise. Je laisse une couple de minutes à ceux qui se connectent. Si vous êtes en live, dites-moi dans le chat, euh, est-ce que vous faites de la publicité sur Facebook? Puis si oui, est-ce que ça fait longtemps que vous en faites? Puis si vous êtes en rediffusion, ben dites-moi-le dans les commentaires, ça va me donner une bonne idée. Je me présente. Moi, c'est Charles Davignon. Je suis le président, le fondateur d'Antilope, une agence de publicité en ligne à Montréal. On a accompagné beaucoup de marques avec leur publicité et sur Facebook, comme on va voir aujourd'hui, mais aussi sur Google et sur d'autres plateformes. Puis j'ai mis quelques exemples de nos clients. OK, je vois qu'il y a des gens dans le chat. Super. Donc, aujourd'hui, on va vraiment voir cette structure-là de ciblage qui est super simple, puis que tu vas pouvoir recopier dans ton entreprise, dans ton compte publicitaire. Ça va vraiment être un bon point de départ pour avoir tous les bons principes de ciblage, les bons principes de structure. Et pour vrai, chez nos clients, puis même dans des comptes qu'on a conseillés, c'est vraiment un game changer parce que cette structure-là, c'est quelque chose que tu peux créer au début. Puis ensuite, c'est pas comme s'il fallait que tu la recommences à toutes les semaines ou il fallait que tu réoptimises tout ça. Oui, il y a des choses à modifier. Oui, ce ne sera pas un copier-coller à 100%. C'est pas cookie cutter style tu copies 100% de ce que je vais présenter aujourd'hui, puis ça double tes résultats. Mais tous les principes sont extrêmement bons pour ta business. Great. Bon, ben, je vois que tout le monde est là. On avait vraiment beaucoup d'inscriptions. Donc, la bonne structure de ciblage, la structure qu'on va présenter aujourd'hui, elle permet de faire trois choses. Premièrement, c'est vraiment de s'enlever tout ce qui est micro-optimisation. C'est de déléguer à l'algorithme tout ce qui est les petites optimisations, du micro-ciblage, des placements, tout ça. On vient vraiment donner 80% de la job à l'algorithme. La deuxième chose, c'est d'obtenir de meilleurs résultats. Parce que plus on structure ses campagnes d'une façon qui est optimisée, plus que Facebook travaille pour nous, puis plus on va avoir un bon retour sur investissement ou un meilleur coût par lead et tout ça. Puis la troisième chose, évidemment, c'est d'avoir l'air un génie auprès de son équipe parce qu'on a été capable d'améliorer ses résultats sans toucher au budget, sans toucher à pub. Ça, bien évidemment, c'est quand même assez important. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les mettre dans le chat si vous êtes en live. Je vais y répondre à la fin. Et si vous êtes en rediffusion, en commentaire, on va passer à toutes les semaines voir s'il y a des nouveaux commentaires, puis s'assurer de bien répondre à tout le monde. Là. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Surtout qu'on s'entend que là, on présente une structure de ciblage, mais il y a plein d'applications différentes pour les entreprises. On va en voir quelques-unes aujourd'hui, mais ça se peut qu'on ne couvre pas tout. Puis, il y a beaucoup de contenu technique. Fait que si vous avez des questions aussi, ça va me faire plaisir de vous référer vers d'autres articles ou d'autres webinaires qu'on a fait pour explorer d'autres trucs en particulier. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas du tout claires pour vous, là, ça va me faire plaisir. Trois notes importantes avant qu'on commence. Premièrement, le côté technique sur Facebook, ça évolue. On le sait, là, si vous faites de la publicité Facebook depuis plus de 6 mois, vous en êtes probablement rendu compte. Là. Ce qui fonctionne il y a un an ne fonctionne plus nécessairement aujourd'hui. Puis ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera pas nécessairement dans un an. Donc, le contenu est fait aujourd'hui pour 2023. C'est vraiment comme l'horizon qu'on a pour cette structure-là. Si jamais il y a des choses qui arrivent, ben nous, on va venir mettre à jour le contenu, mettre à jour le webinaire et tout ça en fonction de ce qui se passe sur Facebook. Mais en ce moment, cette structure-là fonctionne avec les mises à jour d'iOS, avec les coûts qui augmentent, avec tout ça, avec l'algorithme aussi qui évolue. Donc, ça a été fait pour ça. Ensuite, la structure et les règles qui sont présentées, ça reste que c'est un point de départ et ça ne remplace pas les tests. Vous allez voir, il y a plein de simplifications que je vais vous présenter aujourd'hui, plein de façons de simplifier le compte puis de s'enlever beaucoup, beaucoup de jobs, mais ça ne remplace pas des tests AB ou ça ne remplace pas des tests qui peuvent être faits dans le futur. Par contre, je dirais que pour 80%, 90% de nos clients, on commence avec cette structure-là, puis quelques mois plus tard, quand on a testé des pubs, quand on voit qu'il y a des bons résultats, on vient faire des petits tests, on vient modifier des choses, voir comment ça répond, etc. Mais ça reste que c'est un excellent point de départ. Puis si tu regardes le webinaire en disant, moi, je n'ai pas vraiment le temps de mettre beaucoup d'efforts sur mes pubs, quoi que ce soit, mais pour vrai, juste prendre la structure que je présente aujourd'hui, puis rien faire avec, c'est mieux qu'à peu près n'importe quel autre scénario si tu veux toucher le moins possible à tes campagnes. Puis finalement, un bon ciblage, une bonne structure de campagne, c'est cool, mais des bonnes pubs, c'est aussi extrêmement important. Cette structure-là ne va pas sauver des mauvaises pubs. Ça prend aussi de l'excellent contenu publicitaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on aborde aujourd'hui. On a plein d'autres ressources sur notre blog, sur notre chaîne YouTube, si jamais c'est quelque chose que tu veux un peu plus explorer. Great. Donc, on va diviser ça aujourd'hui en trois grandes parties. Premièrement, on va explorer le fameux mythe du ciblage
Parfait. Parce que quand on pense à ciblage Facebook, bon, si ça fait un moment que vous faites de la pub, ça vous dit probablement quelque chose. Si vous êtes nouveau, peut-être que c'est une réflexion que vous avez eue, mais on se dit souvent qu'on aime ça cibler précisément, puis on aime ça un peu essayer de se croire plus intelligent que l'algorithme. Se dire que je vais aller le plus précis possible, je vais donner le plus d'indications possible, puis je vais essayer de contrôler au maximum ce qui se passe, puis qui voit mes publicités. Puis qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? C'est qu'on fait deux grandes erreurs. Premièrement, on va avoir tendance à vouloir cibler trop précisément. C'est un peu le truc de je vais aller cibler mon avatar, mon client idéal sur Facebook en étant hyper précis, faire des micro-ciblages ou du ciblage laser. Et la deuxième chose, c'est qu'on va venir tester plein de mini-segments d'audience. Pourquoi c'est pas une bonne idée? C'est parce que quand on pense à cibler précisément, l'attente qu'on a face à ça, c'est je vais cibler précisément mon client idéal parce que si je vais chercher la crème de la crème, je vais avoir un meilleur taux d'engagement, un meilleur taux de conversion, ça va intéresser plus les gens, donc je vais avoir plus de résultats. Ça, c'est la réflexion initiale. Donc, une plus petite cible est égale à une plus haute qualité, est égale à plus de résultats. C'est ça qu'on s'attend en ciblant précisément. Mais on oublie quelque chose dans l'équation. Et c'est qu'en réalité, plus on cible précisément notre audience, plus nos enchères vont monter, monter, monter et de façon exponentielle. Donc, cibler trop précisément, ça va faire augmenter nos enchères de diffusion, notre CPM, donc notre coût pour rejoindre ces personnes-là, à cause de la compétition. Donc, je vais avoir moins de résultats. Parce qu'on se dit, oui, je suis plus précis, donc c'est les bonnes personnes. Sauf que ces bonnes personnes-là, la fameuse crème de la crème, tout le monde les veut, tout le monde se bat pour ces gens-là. Donc, ça coûte de plus en plus cher, puis les enchères montent hyper rapidement. Puis l'équation, qu'est-ce qui arrive après? C'est que cette petite cible-là, oui, c'est une plus haute qualité, mais il y a aussi beaucoup plus de compétition. Donc, à la fin de la journée, j'ai moins de résultats. J'ai un retour sur investissement qui est moins bon que ce que j'aurais pu avoir. Ça, c'est la première chose. Puis on va y revenir sur comment corriger le problème et comment faire en sorte que ça fonctionne bien pour rejoindre les bonnes personnes, mais aussi avoir des bons coups. La deuxième chose, c'est de tester plein de petites audiences. Parce que quand on voit toutes les possibilités de ciblage sur Facebook, on se dit hey, je peux cibler tellement de personnes, tellement de types de personnes selon tellement de critères. Puis même aujourd'hui, il y a moins de critères qu'avant, mais il y en a encore beaucoup, qu'on se dit je vais séparer mon audience en plein de petits morceaux, plein de petits segments pour optimiser ensuite en fonction des petits segments qui m'amènent le plus de résultats. Donc, je vais avoir une meilleure vision sur ce qui fonctionne le mieux, puis ça va m'amener plus de résultats. Logique, très, très bonne, franchement. C'est une bonne réflexion. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que si, par exemple, je vous donne un exemple, mise en situation, si je vends des vêtements de sport pour les parents, je ne sais pas exactement ça ressemblerait à quoi, mais on va dire que je vends des vêtements de sport pour les parents. Donc, j'aurai une campagne pour générer des ventes, par exemple, une campagne de conversion, puis je pourrais avoir 5 ensembles de pubs. Dans un ensemble, je cible tous les parents en général. Dans un deuxième, je cible des intérêts par rapport à la parentalité, par rapport peut-être à comment élever un enfant, etc., la croissance, tout ça. Ensuite, j'ai un autre ensemble qui cible les amateurs de sport puis les amateurs de plein air, parce que je vends quand même des vêtements de sport. Ensuite, j'ai un autre ensemble où je vais cibler les parents sportifs, un croisement entre les personnes sportives et un croisement entre les parents. Je vais cibler un peu plus précis ces gens-là. Puis, je vais avoir un autre ensemble, par exemple, où je vais cibler un lookalike, 1% des acheteurs. Ça, c'est un peu la réflexion que je pourrais avoir si je voulais tester plein de petites audiences. Mais qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Ce qui se passe, c'est qu'une même personne, un même individu, peut se retrouver dans plusieurs ensembles en même temps. Si j'ai un parent qui s'intéresse à un certain sport, il peut se retrouver dans l'ensemble numéro 1, tous les parents. S'il s'intéresse à la parentalité, il va aussi se retrouver dans le 2. Il aime le sport, donc il se retrouve dans le 3, il se retrouve dans le 4 et peut-être même dans le 5. Ça, ça s'appelle du chevauchement d'audience. Ça veut dire qu'une même personne peut se retrouver dans plein de segments différents. Pourquoi c'est un problème? C'est un problème parce que si quelqu'un peut se retrouver à plein d'endroits en même temps, c'est Facebook qui va décider où est-ce que je le mets. Est-ce que je le mets dans mon segment 1, dans mon segment 2, etc. Puis si j'ai un chevauchement comme ça, les conclusions que je vais retirer de mes résultats, est-ce que c'est mon ensemble 1 qui marche mieux ou c'est mon ensemble 2 ou c'est mon 3, ils vont être complètement biaisés parce que les gens peuvent se retrouver dans tous ces ensembles en même temps. Donc, mes segments ne sont pas vraiment distincts, c'est un peu flou. Et donc, les résultats que je vais obtenir sont peut-être vrai, peut-être pas, mais on ne le saura jamais, puis ça va me faire prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement les bonnes. Donc, mes attentes, c'était je vais séparer un peu tout pour avoir une meilleure vision puis m'amener des meilleurs résultats. La réalité, c'est que
ça va m'amener à du chevauchement d'audience, ça va nuire à l'algorithme et je vais avoir une vision qui est biaisée sur ce qui fonctionne le mieux. Donc, je ne vais même pas être en mesure de réellement améliorer mes résultats. Ce que je vais voir, ça va me donner une histoire, mais ce ne sera pas nécessairement la bonne et je vais un peu essayer à tâtons d'optimiser mes choses sans avoir aucune idée de ce que je fais. Est-ce que ça va vraiment m'aider ou est-ce que c'est juste un coup d'épée dans l'eau? Donc, le mythe du ciblage parfait, le mythe d'aller chercher la bonne personne au bon endroit en contrôlant exactement mes paramètres de ciblage, ben c'est pas vrai. Il ne faut pas cibler trop précisément, il ne faut pas tomber dans le piège de venir tester des millions de petits segments d'audience en se disant que c'est ça qui va améliorer nos résultats. La réalité, c'est qu'il faut miser sur l'algorithme, il faut miser sur des tests qui sont beaucoup plus réfléchis et beaucoup plus distincts. Donc, c'est pour ça qu'on arrive au deuxième grand chapitre qui est important, puis qui va être on va dire le plus colossal d'aujourd'hui, c'est les principes d'un ciblage efficace. Parce que, OK, c'est mauvais de cibler trop précisément, mais qu'est-ce qu'on fait pour que notre ciblage fonctionne vraiment, puis aller chercher des bons résultats, puis que ça fonctionne bien? Ben, premier grand principe, c'est de garder sa structure de campagne la plus simple possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, ça se découpe en 3 points. Si on regarde, ça veut dire quoi? Simplifier son compte, là. Ça veut dire 3 grandes choses. Premièrement, on va vouloir utiliser à peu près 2 à 3 campagnes de pub max par objectif publicitaire. Moi, j'en ai vu énormément des comptes sur lesquels je suis arrivé où mon but, c'était de générer des ventes, puis j'avais 16 campagnes avec plein de setups différents, avec plein de trucs. Plus on se complique la vie, plus ça nuit à l'algorithme, plus il y a du chevauchement, comme on l'a vu tantôt. Puis au final, on n'a même pas des meilleurs résultats. On fait juste se donner beaucoup plus de troubles pour arriver aux mêmes choses ou avoir une moins bonne vision. Donc, typiquement, on va vouloir créer 2 à 3 ensembles par objectif publicitaire, 2 à 3 campagnes, pardon. La seule raison pour laquelle on en ferait plus, c'est si on veut faire des tests isolés super spécifiques que je n'aborderai pas aujourd'hui. Donc, si je veux générer, par exemple, des ventes, typiquement, je vais créer 3 campagnes. Si je veux générer des leads ou, par exemple, une inscription à une infolettre ou à un concours ou des choses comme ça, je vais typiquement créer 2 campagnes. On va y revenir là, par rapport à combien de campagnes créer et quelle structure faire dans la troisième partie. Mais typiquement, 2 à 3 campagnes max, c'est rare que c'est utile d'en faire plus. Ensuite, on regroupe ces ensembles de pubs au sein de nos campagnes pour éviter le chevauchement. Donc, exactement ce que j'ai parlé tantôt. On ne veut pas avoir plein d'ensembles de pubs inutiles, on veut les rassembler pour éviter qu'une même personne se retrouve à 2 endroits différents. Typiquement, ça va vouloir dire qu'une campagne va avoir 2 à 4 ensembles de publicité. Pas 12, pas 1, à peu près 2 à 4. Sur une campagne froide, pour une campagne qui va rechercher des gens qu'on ne connaît pas, typiquement, ça veut dire 1 à 2 ensembles basés sur des critères. Donc, tantôt, c'était les parents, le sport, tout ça. Et 1 à 2 ensembles basés sur des audiences lookalike, des audiences similaires. Donc, c'est des audiences qui viennent chercher des gens qui ressemblent à ta clientèle actuelle. Pour une campagne de reciblage, ce qu'on va recommander typiquement, c'est d'avoir 1 à 2 ensembles de pubs. Typiquement, ça va être un ensemble de pubs de reciblage pour les gens qui ont eu des interactions avec nous dans les 30 derniers jours, donc une interaction récente, ou les gens qui ont eu des interactions avec nous il y a plus longtemps. Par exemple, qui ont visité notre site web il y a 5-6 mois. Bon, on veut quand même aller les chercher, mais sont moins récents que ceux des 30 derniers jours. Donc, 2 à 4 ensembles de publicités par campagne. On ne va pas se pitcher partout, puis on ne se limite pas à un non plus, parce que un, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier, puis c'est pas mieux non plus. Troisième principe de simplification du compte, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, se dire que je fais une campagne, donc je vais spécifiquement aller rejoindre les gens sur Facebook ou spécifiquement sur Instagram ou en story ou je veux juste aller rejoindre les gens dans leur fil d'actualité. Puis ils vont être très, très piqués sur les placements publicitaires. Puis ça se comprend. On ne veut pas afficher notre pub n'importe où, sur n'importe quelle plateforme un peu bizarre. Sauf qu'aujourd'hui, l'algorithme de Facebook est capable de gérer à 99% du temps les placements publicitaires, puis s'occuper de s'afficher à bonne place, sur la bonne application, aux bonnes personnes. Donc, on peut cocher tous nos placements. C'est assez simple. Dans notre ensemble de pubs, on coche les placements automatiques. Aujourd'hui, ça s'appelle peut-être les placements Advantage Plus. Là, ça dépend un peu de où est-ce que vous êtes dans votre mise à jour de votre compte Facebook. Là. Tout le monde n'a pas la même version, mais on coche tous les placements. Puis peut-être qu'un jour, on voudra faire un test de placement, tester est-ce que Facebook marche mieux qu'Instagram, par exemple. Mais quand on crée ces campagnes, quand on fait sa première structure, c'est vraiment pas nécessaire. On est mieux de laisser ça dans les mains de Facebook, puis plus tard d'analyser ces données-là. Donc, le premier grand principe est fait, on simplifie notre compte au maximum. On passe au deuxième principe.
Le deuxième principe que beaucoup d'entreprises oublient, nous, on analyse des comptes pas mal. D'ailleurs, j'en parlais à la fin du webinaire. Là, on a une offre pour un peu vous donner notre avis sur le compte pub. Beaucoup d'entreprises oublient de faire des exclusions dans leur campagne, dans leur ciblage. Il y a deux types d'exclusions qu'on va vouloir faire. Il y a les exclusions entre les audiences froides, comme au début, comme j'ai parlé, une même personne ne doit pas pouvoir se retrouver dans 4-5 ensembles de pubs en même temps. Et la deuxième chose, c'est d'exclure les campagnes entre elles. Donc, d'exclure notre reciblage de notre campagne froide, par exemple, pour faire en sorte que si j'ai 3 campagnes avec mon objectif de vente, qu'une même personne ne puisse pas se retrouver dans ces 3 campagnes-là en même temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien, premièrement, exclure les audiences froides entre elles. J'ai mis un bel exemple ici qui illustre très bien la chose. Si j'ai 2 ensembles de publicités, un ensemble de publicités qui cible les parents, un ensemble de publicités qui cible les gens qui aiment le tennis, par exemple. Donc, par exemple, si je vendais des trucs sportifs pour les parents, je reprends un peu la même situation. Bien, si j'ai des parents qui aiment le tennis, ce qui existe dans le monde, évidemment, bien, ils vont pouvoir se retrouver dans les 2 ensembles de pubs. Donc, il y a un chevauchement. Donc, c'est le petit triangle ici, le croisement des 2 cercles. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour régler ce problème-là? Je ne veux pas que les gens puissent se retrouver dans 2 ensembles. C'est que je vais utiliser des exclusions. Plutôt que d'avoir d'un côté les parents et de l'autre côté les gens qui aiment le tennis, d'un côté, je vais avoir les parents qui n'aiment pas le tennis et de l'autre côté, je vais avoir tout le monde qui aime le tennis. De cette façon-là, si j'ai des parents qui aiment le tennis, ils se retrouvent juste dans un ensemble et pas dans les 2 en même temps. Donc là, ça, c'est vraiment, vraiment important à comprendre. Je fais des exclusions dans un de mes 2 ensembles pour m'assurer que le croisement, ici, le chevauchement, n'existe plus. Je n'ai pas besoin d'exclure les parents de ceux qui aiment le tennis, puis le tennis des parents, juste d'un bord plutôt que des 2 bords. Donc, d'un côté, j'ai mes parents avec l'exclusion tennis, et de l'autre côté, j'ai tout le tennis. Voilà. De cette façon-là, chaque personne a sa place. Deuxième chose, c'est d'exclure le reciblage des campagnes froides. Donc, ça, c'est assez simple. Sur tout mon ciblage froid, donc dès que je cible des audiences d'intérêt, des audiences similaires, je veux venir exclure les gens qui me connaissent déjà. Parce que si quelqu'un est déjà dans ma communauté, par exemple, a déjà visité mon site web, bien, il est plus froid, il est tiède. Il me connaît déjà, il a déjà vu ma marque, il a peut-être même déjà acheté. Je ne veux pas le considérer comme quelqu'un de froid. Donc, je vais vraiment venir exclure tout le monde possible dans mes ensembles de publicité froid. Vraiment important à garder en tête. Ensuite, troisième grand principe, c'est de rejoindre tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, ça se décline en plein de petits points, mais c'est extrêmement important. On veut éviter d'oublier des gens dans notre ciblage et dans notre ciblage. Premièrement, on veut utiliser des grands bassins d'audience lorsqu'on fait du ciblage froid. Dans ma campagne, dans les gens qui ne me connaissent pas encore, je veux m'assurer d'avoir à peu près des ensembles de 1 à 5 millions de personnes. Là, quand je dis ça, quand je dis il faudrait un minimum de 1 million de personnes, il y en a qui disent « Oh mon Dieu, 1 million, c'est bien trop, c'est beaucoup plus que ma clientèle, c'est vraiment énorme. » J'y reviens tout de suite après. Mais la réalité, c'est que 1 million à 5 millions de personnes, c'est le mix parfait entre précision, parce que oui, 1 à 5 millions de personnes, c'est étonnant, mais c'est assez précis, et volume. Et tout simplement, ce qui va se passer, c'est que c'est l'algorithme qui va faire le micro-ciblage plus précis. Si je lui donne 1 million de personnes, peut-être qu'au final, ma clientèle, dans ces millions de personnes-là, de tous les parents sportifs, ben, les gens qui vont s'intéresser à mon produit, c'est peut-être une fraction de ça, mais c'est l'algorithme qui va faire le travail de trouver ces bonnes personnes-là. Et plus on donne un ensemble qui est de 1 à 5 millions de personnes et qui n'est pas trop petit, bien plus on donne la latitude à l'algorithme pour aller trouver les bonnes personnes qui ne coûtent pas trop cher à aller chercher. Parce que c'est ça, comme on a vu au début, c'est pas juste d'aller chercher les bonnes personnes, c'est d'aller chercher les bonnes personnes qui vont m'amener des résultats rentables. Donc, 1 à 5 millions de personnes, c'est un bon mix. Si j'ai un budget très élevé, plusieurs centaines de dollars par jour, par exemple, en budget, je peux me permettre d'aller plus loin. Si j'ai un budget très, très, très petit, 10, 15, 20 dollars par jour, c'est correct aussi d'aller un peu en dessous du million, surtout si je cible de façon locale. Si je cible à 15 km autour de ma ville ou de mon village, bien, j'ai peut-être juste 50 000 personnes ou j'ai peut-être juste 10 000 personnes. C'est sûr que là, la réalité est différente. Là, je ne vais pas cibler tout le Québec juste pour le plaisir de le faire. Évidemment que s'il y a des contraintes géographiques, on va plus petit parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Mais si je vends partout au Québec ou partout en France, je veux plusieurs millions de personnes au minimum dans mon ciblage. Même si je me rendais à 6-7 millions, ce ne serait vraiment pas grave. C'est vraiment un bon range pour commencer.
Ensuite, on veut venir balancer la taille de ces ensembles de pubs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne veut pas avoir un ensemble de pubs de 10 millions de personnes, puis un autre de 500 000 personnes. Pourquoi? C'est parce que si je dis à Facebook, voilà deux choix, j'ai un choix entre 10 millions de personnes ou j'ai un choix entre 500 000 personnes, c'est lequel qui va m'amener le plus de ventes? Bien, naturellement, l'algorithme va se dire, ben, c'est sûr que si tu me donnes 10 millions de personnes, je vais aller chercher plus de ventes que si tu me donnes 500 000 personnes. Il va avoir tendance à prioriser les ensembles plus grands. Ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est quelque chose qui peut se passer. Donc, pour ça, on essaye que nos ensembles de pubs ne soient pas complètement disproportionnés les uns par rapport aux autres. C'est pas grave s'il y en a un de 1 million puis un de 2 millions, mais on ne veut pas un ensemble de 100 millions de personnes puis l'autre de 15 000, ça ne ferait pas de sens. Puis Facebook mettrait aux poubelles le plus petit, il se dirait, ben là, tu me donnes vraiment pas assez de monde, je vais prioriser l'autre. Donc, on essaie que c'est là à peu près des tailles qui sont similaires ou au moins pas trop disproportionnées. Troisième point, c'est les lookalike stacks. Qu'est-ce que c'est les lookalike stacks? C'est un peu dans notre objectif aussi de simplifier le compte. C'est ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rassembler nos audiences similaires d'un même pourcentage ensemble. Donc, là, je décortique un peu ce que je viens de dire. Facebook permet de créer des audiences similaires basées sur plein de points de données. Donc, va me chercher les gens qui ressemblent à mes acheteurs, va me chercher les gens qui ressemblent aux visiteurs de mon site, va me chercher les gens qui ressemblent à mes leads, etc., etc. Et donc, ça permet de faire de plein de petites audiences similaires. Mais ce qu'on va venir faire, c'est qu'on ne viendra pas faire plein d'ensembles de pubs, on va venir les regrouper dans le même panier. Là, je ne m'étalerai pas là-dessus parce que ça pourrait prendre un webinaire au complet, mais on a un article qui est sorti là-dessus, qui va sortir bientôt sur les lookalike stacks. En gros, ça permet d'éviter le chevauchement entre les audiences et ça améliore la performance malgré le dommage que iOS 14 a fait aux audiences similaires. Donc, c'est vraiment performant. Puis on a vu beaucoup de clients faire ça puis augmenter leurs résultats assez rapidement versus ce qu'il y avait dans leurs audiences similaires avant. Donc, on regroupe nos audiences lookalike de même pourcentage dans un ensemble de pubs. Et finalement, le dernier point qui est assez évident quand on le dit, mais souvent oublié, on veut recibler tout le monde. Même la personne qui a vu le site web quelques secondes il y a 6 mois ou la personne qui a vu une publicité, qui l'a liké, qui a complètement oublié ta marque, a une petite valeur à ce qu'on aille la recibler. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein d'audiences de reciblage qui sont disponibles sur Facebook qui sont beaucoup oubliées. Les visiteurs du site, tout le monde le sait, on peut rejoindre les gens qui ont visité ton site web. Ça va. On peut aller jusqu'à 6 mois en arrière, mais il y en a plein d'autres. Il y a les actions sur le site web, les gens qui ont acheté, les gens qui ont ajouté au panier, tout ça. Il y a les interactions sur Facebook, sur Instagram, sont allés 1 an en arrière. Mais il y a aussi les visites de votre boutique Facebook ou de votre boutique Instagram, donc le shop. On peut aller aussi 1 an en arrière sur les actions des personnes. N'oubliez pas de le faire. On peut aller rejoindre les abonnés Facebook, donc tous ceux qui sont abonnés actuellement à votre Facebook ou à votre Instagram, on peut les rejoindre aussi. On peut importer sa liste email aussi. On va être certain de rejoindre tout le monde et de rejoindre sur les durées les plus longues possibles parce que la personne qui t'a vu il y a 4 mois se rappelle plus de toi que quelqu'un qui t'a jamais vu, donc a une certaine valeur aussi à ce qu'on aille la rejoindre. Ça peut générer des super bons résultats parce que ça fait des grands bassins pour Facebook. Donc, après tout ça, après ces règles de ciblage, les grands principes, les erreurs à ne pas faire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces principes-là? Si tu voulais partir maintenant, prendre les principes et faire tes premières campagnes, ce serait déjà un excellent début. Mais là, je vais partager exactement ensemble de publicité par ensemble de publicité, qu'est-ce qui devrait être fait pour démarrer une campagne avec les bons principes. Ensuite, évidemment, comme je l'ai dit au début, adapte-les à ton entreprise. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter 3 modèles. Le modèle pour les boutiques en ligne, donc des campagnes pour générer des ventes en e-commerce. Le modèle pour générer des leads, donc par exemple un lead magnet ou pourquoi pas des courtiers ou une équipe de vente qui va venir après ça contacter ces leads-là. Et le modèle pour un funnel. Donc, tu t'inscris à un truc, puis ensuite, il y a une offre spéciale qui est vendue par email ou une offre spéciale qui est vendue par la suite, là, un funnel un peu classique. Adapte évidemment la structure à ce qui convient le mieux pour ta stratégie. Je ne suis pas en train de dire que parce que tu as une boutique en ligne, tu devrais absolument commencer en voulant vendre des produits. Toutes les entreprises sont différentes, donc c'est à voir évidemment, mais c'est une structure à reproduire si tu souhaites atteindre le même objectif. Donc, commençons avec le e-commerce. On va voir qu'il y a plein de principes qui se répliquent, donc je vais repasser par-dessus un peu plus rapidement au fur et à mesure. Mais e-commerce, qu'est-ce qu'on a comme structure? On a 3 campagnes. Une campagne froide pour rejoindre les inconnus qui ne connaissent pas du tout notre marque.
une campagne tiède pour notre communauté et une campagne chaude pour les gens qu'on pourrait qualifier de sur le bord d'acheter ou sur le bord de revenir faire un deuxième achat, etc. Donc, on a 3 campagnes, froide, tiède et chaude. D'ailleurs, tiède et chaud, c'est du reciblage, là, si jamais tu n'étais pas certain. On commence avec la campagne froide. La campagne froide, on a un objectif de conversion d'achat parce qu'on veut générer des ventes sur notre boutique en ligne. Et on va avoir ensuite 2 à 4 ensembles de publicités, exactement comme présenté dans les principes. Donc, on va avoir un ensemble Lookalike Stack 1%, dans lequel on va regrouper toutes nos audiences similaires 1% dans le même ensemble de pubs. Ensuite, en point numéro 2, si ça fait déjà longtemps que tu roules la pub, si ton pixel Facebook est entraîné, que tu as beaucoup de données, c'est possible de créer un ensemble Lookalike Stack plus grand. Par exemple, nous, ce qu'on aime faire, c'est un ensemble de 2 à 5%, qui est un peu plus massif. Donc, c'est possible de le faire aussi, encore une fois en stack. En point numéro 3, on a des audiences d'intérêt parce que même si c'est plus comme avant, ça peut quand même très bien fonctionner. Donc, c'est de faire 1 à 2 ensemble avec des audiences d'intérêt. Comme j'ai dit tantôt, on utilise des exclusions pour s'assurer que les gens ne se retrouvent pas partout, puis je vais y revenir. Mais on peut cibler, bon, disons, si je reviens sur mon exemple de parents sportifs, puis je voulais leur vendre des produits, je pourrais cibler un ensemble de pubs qui ciblent les parents qui sont sportifs. Et finalement, en point numéro 4, possibilité d'un autre ensemble de pubs. Si ça fait longtemps que vous tournez de la pub, que vous avez déjà pas mal de données ou que vos résultats arrivent par volume, vous avez beaucoup de ventes chaque jour, vous avez des dizaines ou des centaines de ventes chaque mois, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de data, vous pouvez tester un ensemble qu'on appelle broad. Donc, on ne met aucun critère de ciblage, on cible tout le pays, c'est tout, et on laisse le pixel travailler pour nous amener vers les bonnes personnes. Ça peut être à tester aussi. Je ne vous le recommande pas pour démarrer, si vous n'avez jamais fait de la pub, parce que c'est risqué d'aller dire à Facebook, vas-y, arrange-toi. J'ai accroché mon micro, excusez-moi. Vas-y, arrange-toi, va chercher le Canada au complet. Mais ça peut être à tester aussi. Au niveau des pays qu'on va cibler, ben c'est sûr que là, vous le savez mieux que moi, dans quel pays vous voulez développer le marché. Commencez sans vous précipiter partout, le petit conseil, parce que plus on va large, plus il va avoir un grand volume, puis plus ça va être difficile pour Facebook de rapidement aller chercher des gens. Mais si je cible le Canada, je peux aller chercher tout le Canada, le Québec, ou la France, ou un département spécifique, etc. Au niveau de la langue, ben, c'est évident, on choisit la langue de notre clientèle, par exemple français ou anglais, peu importe. Au niveau des placements, on l'a vu, on coche tous nos placements. Et finalement, au niveau de nos exclusions, on revient sur notre bon principe d'exclusion. On veut exclure nos audiences entre elles. Donc, on va exclure nos lookalikes de nos audiences de critères pour s'assurer que quelqu'un qui est dans notre lookalike ne se retrouve pas dans notre critère. Et on va exclure aussi nos audiences tièdes, donc de reciblage, de tous nos ensembles de pubs froids. Donc là, dans les 4 ensembles que j'ai mentionnés ici, ou dans les 5, on va venir exclure dans chacun tous les visiteurs de notre site, toutes les interactions avec notre page Facebook, toutes les interactions avec notre Instagram, pour être certain que du moment où quelqu'un voit notre pub, fait un premier contact et n'achète pas tout de suite, ben, ce qu'il va voir ensuite, ça va être ma campagne tiède ou ma campagne chaude, mais il ne va pas se remettre à avoir du froid, tandis qu'il ne l'est plus. Donc, on passe à la deuxième campagne. Pour e-commerce, c'est la campagne tiède, donc notre première campagne de reciblage, si on peut appeler ça comme ça. Encore une fois, ça va être un objectif de conversion d'achat. Les ensembles de pubs, on va en avoir 2. On va avoir un ensemble de publicités qui vise tout le reciblage des 30 derniers jours. Donc, les visites sur notre site, les interactions, la boutique Facebook, Instagram, nos leads, notre liste email, tout ça dans les 30 derniers jours. Et un deuxième ensemble de pubs qui va aller rejoindre le reste sur le long terme. Donc, les gens qui ont visité notre site web dans les 180 derniers jours, les prospects des 180 derniers jours, les interactions, les visites, on peut aller jusqu'à 1 an en arrière. Donc, on va chercher tout ce monde-là, puis on va le mettre dans un ensemble un peu plus long terme. Ici, là, il y en a qui vont dire que les ensembles vont être débalancés. Ce n'est pas très grave parce que rapidement, avec la publicité, on va venir remplir le 30 jours. Les gens qui voient les pubs vont se retrouver dans cet ensemble-là. Donc, ce n'est pas un souci. Pays, langue, placement, c'est la même chose. Au niveau des pays, si votre campagne froide cible un département particulier, par exemple, ou une province en particulier, mais que en réalité, vous pourriez livrer partout, ben, il y a la possibilité de cibler plus large au niveau du reciblage parce que ben, s'il y a quelqu'un qui démontre de l'intérêt d'ailleurs, ça peut être bon d'aller le chercher en pub. Au niveau des exclusions, encore une fois, on va exclure nos audiences de reciblage 30 jours de notre ensemble de long terme pour s'assurer que la personne se retrouve à un seul endroit en même temps. Et dernière chose, c'est qu'on va
exclure nos audiences chaudes, qu'on va voir tout de suite après, de cette campagne-là, pour s'assurer que quelqu'un qui devient chaud n'est pas en même temps dans le tiède. Je vois qu'il y a une petite question aussi est-ce que tout ça, ça s'applique aussi à Instagram? Oui, en fait, la publicité sur Facebook se diffuse et sur Facebook et sur Instagram et sur d'autres plateformes partenaires. Donc, tout ça, c'est automatiquement géré. On s'en va sur notre dernière campagne pour e-commerce, qui est la campagne chaude. Cette campagne-là, c'est pour les gens qui sont sur le bord d'acheter, qui sont typiquement, on va dire, à quelques semaines là, dans leur réflexion, mais qui sont sur le point, qui ont déjà ajouté un produit au panier ou qui sont un peu en réflexion. Donc, typiquement, cet objectif-là de vente, ça va être soit encore une fois de la conversion ou soit, là, je ne l'aborderai pas en détail, mais soit un objectif de vente de catalogue. Ça permet d'avoir un reciblage qui est dynamique, de faire en sorte que si quelqu'un a vu un produit A, que la publicité qui s'affiche est aussi ce produit A dedans. Mais ça, c'est un sujet à part entière. Sinon, c'est possible de juste faire des publicités classiques. On va avoir juste un ensemble de pubs pour cette campagne-là et ça va être les gens qui vont avoir vu nos produits ou qui vont les avoir ajoutés au panier. Typiquement, on va dire que la règle générale, ça va être de cibler pendant 14 jours parce que si quelqu'un voit un produit et n'y retourne pas pendant 2 semaines, on peut considérer qu'il n'est plus très chaud et qu'il se retourne dans notre tiède. Ou on peut aller jusqu'à 30 jours. Si les produits que tu vends, c'est une longue réflexion parce qu'ils sont plus dispendieux, par exemple, ben, tu peux considérer que ta campagne chaude va jusqu'à 30 jours en arrière, puis quelqu'un peut prendre plusieurs semaines pour sa réflexion. À toi de voir. On va éviter de harceler les gens trop longtemps si ça ne les intéresse plus, mais en même temps, on veut rester présent si jamais ils sont dans leur réflexion. Pays, langue, placement, même chose. Et au niveau des exclusions, ben là, il va y avoir une dernière exclusion à faire et c'est notre résultat final. Ma campagne chaude, si quelqu'un achète, ben, je veux que la personne sorte de cette campagne-là puis arrête de voir mes pubs. Donc, je vais exclure mes acheteurs, soit dans les 14 derniers jours ou soit à la limite dans les 6 derniers mois. Ça dépend. C'est à toi de voir si tu veux que les gens rachètent quelques semaines plus tard. Par exemple, si c'est un produit que les gens peuvent en acheter d'autres ou acheter souvent, ben là, ça peut être possible d'exclure juste les 14 jours. Mais sinon, tu peux exclure les 6 derniers mois en arrière. Donc, voilà pour la structure e-commerce. On va passer à la structure de campagne lead gen. Je vais être un peu plus rapide sur les éléments qui sont similaires. Puis vous allez voir, il y a plein de similarités. Donc, on a 2 campagnes. Une campagne froide pour les inconnus, une campagne tiède pour notre communauté. Et on n'aura pas de campagne chaude parce qu'on considère qu'il n'y a pas de temps de réflexion pour devenir un lead. C'est soit que tu t'inscris maintenant, soit que peut-être que tu y reviendras, mais ce n'est pas comme un achat où on veut être présent pendant la réflexion. Dans ce cas-ci, les gens qui démontrent leur intérêt vont quand même voir des pubs, mais ça va être au sein de la campagne tiède plutôt que d'avoir un troisième pour les gens plus chauds. Donc, on a notre campagne froide. Grande différence, ce ne sera pas un objectif de vente, évidemment, ça va être un objectif de leads. On va avoir les mêmes types d'ensemble de pubs. Lookalike stack 1%, 2 à 5% si j'ai une audience qui est déjà bien développée, 1 à 2 ensembles de critères d'intérêt et possiblement un ensemble broad si je veux le tester. Mais on commence rarement avec ça. Pays, langue, placement, même chose. Donc, je choisis mes pays selon où est-ce que je veux développer mon marché, la langue de ma clientèle, tous mes placements comme au début. Et ensuite, bien, au niveau des exclusions, c'est la même chose. J'exclus mes lookalikes de mes audiences de critères et mes audiences tièdes de reciblage de tous mes ensembles de pubs. Donc, je passe un peu vite, mais si jamais tu es perdu par rapport à ça, reviens en arrière sur la rediffusion sur le e-commerce. J'explique un peu plus en détail. Ensuite, deuxième campagne importante pour le lead gen, c'est ma campagne tiède. Donc, cette campagne-là va aller chercher les gens qui me connaissent, mais qui ne sont pas encore inscrits à l'offre que je présente à mon lead gen, donc à mon lead magnet, par exemple. J'ai mes 2 ensembles de pubs, mon ensemble de pubs de reciblage de 30 jours et mon ensemble de pubs de reciblage plus long terme. J'exclus mon 30 jours de mon long terme, encore une fois. Et pays, langue, placement, même chose. Dernière exclusion qu'il va falloir faire aussi, c'est exclure mes leads. Donc, pour être certain que si quelqu'un devient lead et converti, que je l'exclus de mes publicités. Donc, je peux exclure mes leads des 30 derniers jours ou des 180 derniers jours si je veux que la personne ne voit plus jamais ma pub. Donc, there you go pour la génération de leads. Et on va passer au dernier point important. Je vois qu'on dit on n'a pas vu la slide de la campagne tiède. Des fois, il y a un petit délai. Donc, je la remets ici si jamais elle ne s'est pas affichée. Donc, on passe à la structure de campagne pour les funnels. Donc, funnel, là, j'appelle ça funnel, mais c'est une structure classique de génération de leads qui se transforme en
vente pour les gens qui se sont inscrits. Par exemple, quelqu'un qui fait un lancement de programme en ligne, puis qui va avoir un webinaire, puis ensuite une séquence mail pour vendre son programme, ou un lead magnet qui va être un guide gratuit, puis ensuite qui va vendre une solution payante. Bien, ça, ce serait un funnel classique à adapter évidemment selon ce que tu fais comme funnel. Niveau de la génération de leads, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir exactement les deux mêmes campagnes, froide et tiède, que je viens de présenter pour le lead gen. Donc, je ne les remettrai pas. Ça va être exactement la même chose. Et ensuite, on va avoir froid-tiède en lead gen et la campagne chaude qui va servir à rejoindre les inscrits de notre lead gen pour leur vendre notre produit. Donc, pas super compliqué, encore une fois. Donc, c'est notre campagne chaude. On va avoir une campagne qui est en conversion, donc achat ou prise de rendez-vous. Et on va avoir deux ensembles de pubs. Un ensemble de publicité qui va rejoindre les gens qui se sont inscrits à mon funnel, donc les gens qui sont inscrits à mon guide gratuit, à mon webinaire, tout ça. On peut les recibler jusqu'à 180 jours en arrière si c'est nécessaire. Et ensuite, un autre ensemble pour les utilisateurs qui ont visité la page de vente ou qui ont visité la page de prise de rendez-vous, par exemple. Donc, qui ont démontré de l'intérêt dans l'offre que je cherche à vendre. Typiquement, on peut les recibler pendant 14 jours. Là, c'est à vous de voir selon la durée de réflexion, encore une fois. Pays, langue, placement, même chose. Encore une fois, je me répète. Et la dernière chose, bien, ça va être de venir d'exclure nos clients de cette campagne-là pour être certain que du moment où la personne finit par acheter l'offre qu'on leur présente, bien, qu'elle arrête de voir ces publicités de reciblage, donc soit 14 jours, soit 180 jours, selon ce que vous voulez. Je vois qu'il y avait la slide tiède de e-commerce qui n'avait pas été affichée. Donc, je recule. Là, je recule pour le tiède e-commerce. Donc, ça devrait se reculer tranquillement. Il y a un petit délai. Je vais même arrêter le partage puis le recommencer pour être certain que ça fonctionne. Une fois de temps en temps, les slides ne suivent pas sur le... voilà. Donc, voilà. Ça, c'était la slide e-commerce qui était affichée. Donc, je résume. Là, pour le e-commerce, on avait notre campagne froide, on avait notre tiède et on avait notre chaud. J'ai l'impression que les slides ne suivent pas pour ça, mais bon, voilà, je vous l'ai montré. Donc, je retourne ici à la campagne chaude de notre structure pour le lead gen. Donc, il y avait e-commerce, lead gen et funnel. Typiquement, après ça, vous pouvez l'adapter pour n'importe quel objectif que vous avez. Si votre but, c'est de générer des messages, on peut faire froid-tiède pour les messages. Si notre but, c'est de générer des vues de vidéo, je peux faire froid-tiède pour mes vues de vidéo. Donc, ça va toujours s'adapter de cette façon-là. Les principes restent les mêmes. Et en soi, on pourrait prendre n'importe quelle campagne pour n'importe quel objectif. Puis, je voudrais que mes mêmes principes que j'ai présentés soient respectés. Même si la structure est peut-être un peu différente, les principes sont importants, mes exclusions sont importantes, mon chevauchement est important, ma simplification du compte est importante. Donc, on veut absolument éviter qu'une même personne se retrouve à deux endroits ou qu'une même personne se retrouve dans deux campagnes ou que ce soit trop complexe. Et cette structure-là, typiquement, une fois que c'est mis en place, après ça, si vous n'avez plus envie de rien faire, c'est la meilleure structure pour se reposer et pas faire grand-chose. Mais évidemment, après ça, si vous voulez faire des tests, c'est possible. Vous pouvez créer une autre campagne, créer un autre ensemble, faire des tests AB plus détaillés. Tout est possible avec ça. On va passer aux questions, puis on va prendre un petit moment pour ça. D'ailleurs, si tu écoutes la rediffusion, tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Mais juste avant, si jamais tu écoutes le webinaire, tu te dis, bon, je comprends un peu le truc de structure, mais en ce moment, mes résultats, ça ne va vraiment pas. Je ne sais pas si c'est ma structure, je ne sais pas si c'est mes pubs, je ne sais pas si c'est mon agence, je ne sais pas si c'est juste ma business le problème. Bien, on a un service de consultation one-shot qui s'appelle le deuxième avis. Grosso modo, ce que c'est le deuxième avis, c'est 1 heure en partage d'écran où on critique sans retenue, complètement honnêtement, ton compte pub, ton ciblage, tes pubs, tes mots-clés quand on parle de Google Ads. Puis on va vraiment en détail sur qu'est-ce que c'est qui peut être amélioré, qu'est-ce que c'est qui ne marche pas sur le compte. Typiquement, ça va se faire dans 3 grands cas. Si tu n'es pas sûr si tes résultats pourraient être meilleurs, tu ne sais pas si ton agence fait de la bonne job, par exemple, si tes résultats diminuent au fil des mois, puis tu ne sais pas trop quoi faire pour les améliorer, ou si tu veux simplement du feedback concret, applicable sur tes campagnes, ton ciblage et tes pubs. Et on a une garantie spéciale parce que l'appel coûte 300 $, mais si on ne trouve rien à améliorer sur le compte, si on regarde et on se dit hey, « tout est parfait », on te paye 500 $. Donc, soit que tu repars de l'appel avec une liste détaillée d'actions concrètes que tu peux mettre en place,
soit que tu repars avec un plus 200 de payer. C'est toujours ça de gagner, puis au moins, ben, tu n'auras pas perdu ton heure. L'appel est enregistré, donc après ça, tu as l'enregistrement. Tu as un résumé écrit des points aussi. Et ensuite, ben, tu as un support par courriel. Si jamais tu ne sais plus trop comment mettre en place un point qu'on a discuté, n'hésite pas, tu peux y accéder là. Et je vais mettre le lien aussi dans le chat. Donc, c'est ceci. Donc, c'est Agence Antilope, deuxième avis. Je vais mettre le lien dans le chat. Sinon, il va être juste en dessous dans la description du replay ou juste en dessous de cette vidéo. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, mais dans tous les cas, c'est disponible. Il n'y a pas de temps limité. On offre ça à l'année, donc n'hésite pas si jamais tu as des questions. On peut se faire un petit appel, regarder ça ensemble. Donc, there you go. Pour ça, on va passer aux questions. Donc, je vais arrêter mon partage. Voilà. J'ai mis le lien dans le chat si ça intéresse quelqu'un. On a quelques dispos dans les prochaines semaines, mais il y en a qui se libèrent un peu tout le temps dans les prochains mois. Donc, je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vais commencer par la section Q&A, puis après ça, je vais revenir dans le chat. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à les mettre soit dans le chat, soit dans la section Q&A ou en commentaire en dessous pour ceux qui écoutent le replay. Les structures pour des entreprises de services de type photo-vidéo, ce serait laquelle qui pourrait être appliquée? Merci. Alexis qui pose cette question-là, ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est de générer des rendez-vous, par exemple, d'évaluation de services ou de soumission, ce serait plus du lead gen. Si tu as des services photo-vidéo, genre studio photo, où les gens prennent directement rendez-vous puis se pointent, ou par exemple pour des particuliers, ben, tu pourrais limite le considérer comme de la vente puis avoir une structure froid, tiède, chaud. C'est à toi de voir un peu ta stratégie publicitaire puis d'évaluer en fonction de ça. Ensuite, donc, je vais remonter en haut, je vais descendre rapidement. Alors. Bonjour, OK. All right. Ah, il y a quelqu'un qui dit alors, il faut adapter chacun de ces visuels par rapport au placement. Tout à fait. En fait, comme quand je parlais tantôt de cocher tous les placements, une fois que tu intègres une publicité, ce qui est possible de faire, c'est d'avoir ton visuel, que ce soit une vidéo ou une image, en 3 formats, ou au moins en 2 formats. Le format plus traditionnel, carré pour Facebook, Instagram, les fils d'actualité, tout ça, et un format story pour les Reels, les Stories et tout ça. Donc, c'est possible d'avoir les deux dans une même publicité pour faire en sorte que la pub s'affiche correctement à tous les endroits possibles. Bon point. Puis Patrick qui dit si tu fais des visuels carrés, ça passe pratiquement partout. Tout à fait. Si tu avais juste un visuel à faire, ce serait le carré. Voilà. Si ma compagnie vient d'être lancée, comment on peut commencer avec un lookalike? Tu peux quand même le créer. Dans le fond, tu vas pouvoir créer tes audiences après quelques semaines, créer tes audiences lookalike aussi. Puis, ils vont venir se nourrir au fil du temps. Une audience lookalike, c'est vivant. Donc, plus que tu as de gens qui viennent sur ton site, plus que ton lookalike des personnes qui visitent ton site devient fort. Donc, tu peux le créer puis ensuite le laisser rouler. Voilà. Quel est le ratio idéal pour le budget publicitaire entre les 3 types de campagnes? Je te résume ça simplement. 75, 15, 10, à peu près. Ensuite, ça va dépendre, donc 75% froid, 15% tiède, 10% chaud. Puis ensuite, ben, ça dépend de tes résultats. Si tu vois ensuite que tes résultats sur le tiède, ça devient que les gens voient tout le temps les mêmes pubs et tout ça, tu peux diminuer, tu peux balancer, mais c'est à peu près un bon début. Donc, voilà. Est-ce que c'est une bonne pratique de commencer par une campagne trafic? C'est rare que c'est une bonne pratique, Stéphane, pour la simple raison qu'un objectif de trafic, ça ne va pas du tout te chercher la même clientèle. Ce n'est pas les mêmes gens qui voient tes pubs qu'un objectif de vente. Quand tu dis à Facebook, je veux du trafic, Facebook va chercher les cliqueurs. Tu sais, les gens qui voient les pubs, qui cliquent partout, qui cliquent par accident à la limite. Ce n'est pas nécessairement la même clientèle que quand tu lui dis je veux des ventes ou je veux même des ajouts au panier ou je veux des leads. Parce que quand tu lui dis je veux des ventes, il ne va pas nécessairement chercher des cliqueurs, il va chercher des acheteurs. Son optimisation va être différente, son algorithme va être différent, puis c'est très, très, très rare qu'une campagne de trafic, c'est vraiment pertinent, sauf si tu promouvois des articles de blog ou du contenu comme ça, ou qui doit être juste consommé le plus possible. Évidemment, ben là, on va y aller sur du trafic ou sur de la vue de vidéo si tu as des vidéos, par exemple. Donc, voilà. Les salons de beauté pour amener la clientèle à venir en salon, c'est quoi le ciblage à prendre? Bien, Catherine, je te dirais, si
pour ton salon de beauté, par exemple, ben, c'est des rendez-vous, des prises de rendez-vous, ben, tu pourrais commencer avec un lead gen en voyant le lead comme une prise de rendez-vous dans ton salon. C'est à toi de voir selon ta stratégie aussi. Il y a beaucoup d'entreprises de services qui vont avoir de la difficulté à convertir directement. C'est difficile de dire, ben, hey, j'ai un salon, prends rendez-vous tout de suite à quelqu'un qui n'est pas nécessairement en train de le chercher. Fait que il y a peut-être une réflexion à faire là versus peut-être la publicité sur Google ou une stratégie plus complexe avec du contenu sur Facebook. Fait que là, évidemment, je n'aurai pas le temps de l'aborder maintenant, mais c'est une bonne piste de réflexion, là. Des formations destinées à une clientèle genre psychologue, travailleurs sociaux, formation payante, ben, je te dirais qu'il faudrait regarder peut-être pour un funnel. Ce serait peut-être la solution la plus classique, on va dire, ou la première façon de le faire la plus simple, là. Sauf si tes formations sont pas trop chères ou que les gens peuvent s'inscrire rapidement et que c'est assez un no-brainer. Peut-être que tu pourrais les vendre directement aussi là, avec la structure e-commerce. Est-ce que le visuel peut être le même pour différents ensembles de pubs? N'hésite pas à le tester. Ce n'est pas toujours les mêmes pubs qui marchent dans les mêmes ensembles, mais tu peux définitivement le tester. Nous, quand on commence une première campagne, on prend les mêmes pubs et on les duplique partout, même dans notre tiède, même dans notre chaud, pour les tester. Puis ensuite, on vient tirer nos premières conclusions. Parce que des fois, on se dit, ah, ma pub marche mieux pour ma communauté. Puis dans le fond, c'est pas vrai, puis elle marche mieux pour le froid. Donc, on peut venir tester tout ça. Restaurant Pignon sur rue, bonne question. Probablement qu'un objectif de notoriété serait plus simple qu'une structure avec un résultat en réponse directe comme ce que j'ai présenté. Fait que ce serait plus la visibilité de la vue de vidéo, par exemple, avec une structure froid-tiède. Caroline qui demande que penses-tu des boosts de publication? C'est mieux que rien, mais mieux vaut passer par une vraie structure parce que le boost de publication ne respecte pas vraiment les règles que j'ai présentées aujourd'hui. Puis ça fait en sorte que c'est vraiment mieux que rien parce que tu as de la visibilité plutôt que de ne pas en avoir. Mais tant qu'à investir sur Facebook, c'est bien de créer ses propres campagnes. Que penses-tu, Alex qui demande, que penses-tu de l'objectif de prospect avec le formulaire intégré sur Facebook? Chaque fois que je l'essaie, j'ai des résultats qui sont mitigés. Je pense que pour toi, tu as ta réponse. Les formulaires intégrés sur Facebook, là, pour ceux qui se le demandent, c'est les publicités Facebook qui affichent directement un formulaire dans la pub quand les gens cliquent. Donc, ils ne s'en vont pas sur un site externe. C'est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce que ça permet souvent de générer des leads moins chers. C'est un inconvénient parce que souvent, ces leads-là sont moins qualifiés. Donc, c'est à toi de voir lequel tu priorises. Puis, dépendamment, si tu vois que tes résultats sont mitigés, ben, je pense que tu as ta réponse. Marie-Jeanne qui demande funnel, c'est quoi la définition? J'ai mal saisi. Un funnel, c'est en tout cas, un funnel, c'est un entonnoir de vente, peu importe sa forme, mais de la façon que je l'ai présenté, c'est de la génération de leads. Donc, les gens s'inscrivent à un contenu gratuit, comme le webinaire maintenant, par exemple. Puis ensuite, dans le funnel, les gens qui se sont inscrits, par exemple, vont se faire vendre quelque chose par la suite. Donc, disons, tu t'inscris à un webinaire disons, tu t'inscris à un webinaire pour apprendre à mieux gérer ton jardin. Puis ensuite, la personne te vend un programme pour mieux gérer ton jardin, puis ensuite par courriel et tout ça. Je le résume un peu. Pour la vente d'œuvres d'art en ligne, Anne, soit que tu peux le voir comme un e-commerce, si c'est des œuvres d'art que les gens vont acheter direct. Si c'est des œuvres d'art très dispendieuses, par exemple, peut-être que ça va être mieux de développer aussi ta notoriété. Mais là, on entre dans des stratégies un peu plus complexes. Mais la vente directe peut être une bonne première piste à essayer, en tout cas. Donc, Marika qui pose une question par rapport à la clientèle super locale ou hyper locale, puis la saturation potentielle. Marika, ce que tu peux faire, c'est cibler comme la zone que tu dois cibler, parce que je comprends que si tu as une boutique locale et que tu veux que les gens viennent te visiter en personne, ben, tu ne cibleras pas à 200, 300 km autour de toi. Ben, ce que tu peux faire dans tes campagnes Facebook, c'est avoir la colonne fréquence ou répétition qui affiche le nombre de fois que les gens ont vu ta pub. Fait que tu peux afficher, par exemple, ta répétition dans les 7 derniers jours, puis tant que tu vois que tu es à 1 ou 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, etc., ben, tu n'es pas en train de saturer, puis tu peux continuer à rouler tes pubs. Puis quand tu vois que ça augmente, ben, tu peux renouveler tes pubs puis continuer comme ça. Dans un cas comme ça de très local, on va plus miser sur de la répétition plus lente, plus longue, parce qu'on veut que les gens s'habituent à nous voir, puis que le jour où ils auront besoin de nous, ben, ils vont savoir qu'à 2 coins de rue de chez eux, il y a la solution. Great. Pour inciter des futurs mariés à demander une soumission pour leurs confections florales qui ne sont pas vendues sur le site, j'irai sur du lead gen, Véronique, et ensuite, tu demandes est-ce que c'est sur la page du formulaire ou sur le home page. Je te dirais que si ta page du formulaire explique bien ton service, explique bien les bénéfices,
envoie-les là-dessus. C'est l'idéal, c'est d'avoir une page qui fait toute la job plutôt que les gens doivent trouver sur ton site web par où aller et tout ça. Ah, Marika, super. Si tu ne connaissais pas la case répétition, super bon truc. Merci, merci Alex aussi. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Est-ce que c'est possible d'avoir accès au PowerPoint? Marie-Hélène qui demande. Je le mettrai en lien avec le email. Ça va me faire plaisir. Puis sinon, ben, si jamais vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à nous écrire info@agenceantilope.com. On va l'envoyer avec grand plaisir. Donc, there you go, ça fait le tour. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous êtes en train de construire vos campagnes, vous avez vos premiers résultats, vous doutez, vous n'êtes pas certain de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, ou si c'est bon, vous n'êtes pas sûr si ça peut être encore mieux, ou si c'est mauvais, ben, vous vous demandez quoi faire. N'hésitez vraiment pas à réserver un appel de deuxième avis. Ça va être aussi dans tous les liens disponibles dans la description. Puis, nous, on fait des webinaires comme ça pratiquement à tous les mois. Donc, n'hésitez pas à rester pas trop loin pour le prochain qui va arriver le mois prochain. Puis voilà. Donc, je vais voir s'il y a d'autres questions. On ne fait pas de consultation privée, mis à part ce service-là pour Marie qui posait la question. Donc, there you go. Si vous avez d'autres questions, le replay, en dessous du replay, il va y avoir un endroit pour mettre les commentaires. N'hésitez surtout pas. Sinon, ben, on se retrouve dans un autre contenu. On a aussi une chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner et retrouver toutes nos prochaines vidéos. On en sort à peu près 2 par mois. Donc, c'est plus condensé que des webinaires, évidemment, mais ça peut donner des super bons tips pour améliorer ses résultats en Facebook, puis ailleurs aussi en publicité. Donc, there you go. Je vais passer à la fin du webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas par mail ou en commentaire. Puis on se retrouve une autre fois. Donc, il reste quelques secondes. Passez une très belle journée, très bon dîner si vous écoutez en direct. Et puis, à la prochaine.